Hello, hello, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo, mais je reviens dans un cadre un peu plus bucolique, avec un objet qui semble vous avoir plutôt bien plu. La machine à écrire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, on y explore le fonctionnement global de cette bête, avec notamment la transformation du mouvement lors de la frappe, mais aussi l'origine de l'agencement des touches. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de suivre le lien qui s'affiche dans un des angles supérieurs de la vidéo et qui vous permettra d'aller jeter un petit coup d'œil avant qu'on entre dans les profondeurs abyssales de cet appareil. Pour rappel, une des choses que nous avions vues dans la première vidéo est notamment que lorsqu'on presse une touche, cela génère 3 mouvements différents. Lancement de la barre à caractère, rotation des rouleaux porte-ruban et décalage du chariot. À cela, on peut ajouter un 4e mouvement, qui est le soulèvement de la fourche, dans le cas où on décide d'écrire en rouge ou en noir. S'il n'y a que 2 couleurs, vous me direz, c'est évident qu'on va écrire en noir ou en rouge. En fait, non. La position centrale du curseur sert à faire des frappes à vide, qui étaient utilisées pour 2 choses. D'une part, recopier des textes, et d'autre part, effacer si on avait commis une erreur. Pour effacer, cela a été assez simple, mais plutôt très ingénieux, puisqu'on utilisait pour cela du papier carbone, qui était de fines feuilles de papier, recouvertes de poudre noire, et qu'on plaçait entre 2 feuilles normales. Celle placée au-dessus contenait le texte à copier, l'original quoi. Celle qui était en dessous était la feuille sur laquelle on devait recopier ce texte-là. Et entre les deux, bien sûr, il y avait cette feuille de papier carbone. Imaginons maintenant qu'on veut écrire l'expression « petite chipie ». Il suffisait de se mettre à l'endroit où cela avait été écrit et de simplement recopier le mot à vide. Rien n'aura été écrit sur l'original car la frappe aura été faite à vide. Cependant, en percutant le papier, la barre à caractère va agir de manière analogue à un tampon et va venir s'imprimer sur la page arrière par l'intermédiaire de la poudre noire du papier carbone. Vous l'aurez compris, il faut frapper assez fort et faire en sorte de choisir un papier avec un grammage assez fin de sorte à ce que le caractère s'imprime correctement. L'intérêt majeur de ce système se présente en fait lorsqu'on a plusieurs copies à faire car on pouvait tout simplement enchaîner l'alternance entre feuilles de papier carbone et feuilles de papier normales. Plutôt très efficace. L'autre cas d'utilisation, comme je l'ai dit, se présente lorsqu'on doit effacer une erreur. Cela peut être assez dur à concevoir pour nous avec nos appareils électroniques du quotidien qui nous permettent d'effacer aussi rapidement un caractère qu'on a fait apparaître. Mais il faut se dire que jusqu'à 1958, il n'existait aucune solution pour le dactylographe lorsqu'il faisait une erreur. Il n'avait pas le choix que de raturer ou bien de jeter. Cette année-là est inventé en Allemagne de l'Est un produit qui va révolutionner la dactylographie et qui s'appelle le papier correcteur. C'était en fait simplement de fines feuilles de plastique recouvertes d'une pâte correctrice blanche. En cas d'erreur, le dactylographe commençait par appuyer sur la touche rappel qui lui permet de revenir d'un cran en arrière au niveau de la faute commise. Il disposait alors une feuille de papier correcteur entre sa page et le ruban. En frappant le caractère mal écrit à vide, ce dernier va encore une fois de manière analogue à un tampon déposer son empreinte en blanc. L'erreur a disparu. Plutôt très laborieux lorsqu'on connaît les solutions qui existent aujourd'hui, mais il faut encore vraiment se dire qu'il n'y avait pas d'autre choix pour le dactylographe que de procéder de la sorte. Ainsi, cela explique l'engouement fulgurant qu'il y a eu autour de ce produit-là et qui explique aussi le développement de la marque qu'il a lancée, que vous connaissez tous très bien sous le nom de Tipex. Le même esprit en un peu plus moderne. Supposons à présent que nous n'écrivions pas à vide. La fourche se lève donc également, ce qui élève à 4 le nombre de mouvements générés par le simple appui sur une touche. Déjà, rien que ce fait-là est assez intéressant selon moi, car de nos jours, nous ne sommes plus tant confrontés que ça à des mouvements 100% mécaniques qui permettent de transformer un mouvement d'entrée en plusieurs mouvements de sortie. Cela ne veut pas dire que de nos jours, un mouvement donne un mouvement, mais plutôt que beaucoup de capteurs et d'électronique ont remplacé les mouvements 100% mécaniques, allégeant ainsi le poids des systèmes, mais aussi leur volume, mais permettant moins d'être confrontés à des mécanismes de fou, quoi. De fou, de tête, d'argent, de malade. Mais le fait le plus marquant selon moi dans la transformation du mouvement est la désynchronisation des mouvements de sortie. Je m'explique. Lorsqu'on observe la barre et la fourche, on voit bien que les deux mouvements sont synchronisés, dans le sens où lorsque la première se dirige vers le rouleau, la seconde s'élève, et lorsque la barre revient vers sa position initiale, la fourche aussi. Les vitesses de ces mouvements sont également liées. Si la barre va vite, alors la fourche aussi. En revanche, ce n'est pas du tout le cas pour le chariot et le ruban encreur. Premièrement, eux ne se dirigent que dans un seul sens, contrairement à la fourche et à la barre à caractère, qui en phase d'écriture font seulement des allers et retours. Deuxièmement, pour le chariot particulièrement, sa vitesse n'est pas liée à celle des barres et de la fourche, car il subit nécessairement un mouvement rapide et court, peu importe la vitesse en entrée. Pour comprendre le pourquoi de ce fonctionnement, je vous propose de regarder un peu plus ce qui se passe là-dessous. Alors voici la machine vue d'en bas. On constate premièrement une chose importante, qui est que le chariot est muni d'une crémaillère en dessous, c'est-à-dire d'une barre dentelée. Au bâti de la machine est liée une petite pièce, également munie de dents, qui a pour rôle de venir s'emboîter dans la crémaillère pour bloquer le chariot. En fait, ce dernier est lié à une bobine tendue qui, comme un ressort, va avoir pour rôle d'exercer une traction constante sur lui, de sorte à ce qu'une fois que l'emboîtement entre le chariot et la pièce dentelée est rompu, le chariot s'en aille.
En revanche, la question se pose alors de savoir pourquoi est-ce que lorsque le chariot est libéré de la pièce dentelée, il se contente de se déplacer uniquement d'un cran alors qu'il est soumis à une importante traction de la part de la bobine. Cela est en fait permis grâce à un système extrêmement ingénieux. Je sais que j'emploie trop fréquemment ce mot dans cette vidéo, mais dans ce cas-là, je pèse particulièrement bien mes mots et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En fait, quelle que soit la touche qui est enclenchée, elle va dans un premier temps, grâce à une barre reliée à tous les caractères, engendrer le mouvement d'une pièce dentelée, similaire à celle qui bloque le chariot, et qui va également venir s'emboîter dans la crémaillère. Le chariot est donc à cet instant précis maintenu en position à deux endroits différents. Ensuite, dans la continuité du mouvement, cette pièce essentielle que nous appellerons la gâchette est enclenchée. La butée principale est alors libérée et grâce à un ressort qui force son déplacement, elle est décalée de l'équivalent d'un cran. Seule la butée secondaire tient à ce moment-là le chariot. La butée principale se remet alors en place et la butée secondaire finit par se retirer. Par la tension induite par la bobine, que nous avons déjà évoquée, le chariot est alors tracté, mais de seulement un cran, car la gâchette l'empêche d'aller plus loin. Ce décalage du chariot recomprime le ressort qui est alors prêt à se retendre. Vous l'aurez compris, la position est à ce moment-là la même qu'au départ, sauf que le chariot s'est décalé d'uniquement un cran. Joli, joli, on salue l'expertise. Ce décalage du chariot touche quasiment toutes les touches, mais comme nous l'avons vu, deux touches ont un comportement un petit peu particulier, tréma et espace. Pour rappel, la première génère une frappe sans décalage du chariot, tandis que la seconde fait l'inverse. Pour la barre d'espace, le système général est bipassé, autrement dit contourné, car la touche est directement reliée par un enchaînement de barres à la gâchette qui permet d'enclencher le déplacement du chariot. Ainsi, les mouvements complémentaires de la fourche et des rubans encreurs ne sont pas sollicités. De son côté, la touche tréma est encore plus dingue car elle est tout à fait analogue dans son fonctionnement aux autres touches, dans la mesure où elle est connectée de manière tout à fait classique au réseau général par le biais de cette large barre. Mais alors me direz-vous, qu'est-ce qui explique que le chariot ne se décale pas lorsqu'on appuie sur la touche tréma alors qu'on vient de dire qu'elle est reliée au même système que toutes les autres touches? En fait, la différence réside dans la présence d'un axe supplémentaire qui traverse toute la machine et qui lui est exclusivement réservé. À son propos, que dire si ce n'est que c'est une grosse dinguerie à quel point c'est smart. D'où le surnom que je lui ai donné d'axe hollywoodien et vous allez comprendre pourquoi. En fait, cet axe est tordu en son centre, ce qui va permettre d'engendrer la déviation de la pièce qui habituellement appuie sur la gâchette. Vous pouvez bien le voir ici, c'est au dernier moment que le déclenchement de la gâchette est évité grâce à la rotation de cet axe. Puisque la gâchette n'est pas déclenchée, le chariot ne se décale pas. Dites-moi maintenant, de manière très honnête, simplement de vous à moi, si cela ne vous fait pas penser aux scènes de western où le cow-boy avec son chapeau sauve toute la terre en faisant une déviation du train au dernier moment. Je vous avais dit, axe hollywoodien. Plus sérieusement, grâce à ce mécanisme, le chariot ne se décale pas d'un poil, tandis que tous les autres mouvements sont effectués. Frappe de la barre à caractère, soulèvement de la fourche et rotation des rubans encreurs. En parlant de ces rubans encreurs, penchons-nous un peu plus sur leur fonctionnement, car ce que nous avions dit dans la première vidéo, c'était que leur rotation était très importante dans la mesure où cela permet de présenter une portion de ruban neuve au caractère qui va pouvoir ainsi s'imprimer correctement sur la feuille. En fait, lorsqu'on appuie sur une touche, le mouvement quasiment rectiligne est transformé en rotation d'un axe immobile par le principe déjà vu du bras de levier. Dès lors, la rotation de cet axe est transmise au ruban encreur par un enchaînement d'engrenages. D'un point de vue de la transformation de mouvement, on constate un fait très intéressant. Lorsqu'on appuie sur la touche, cela engendre la rotation d'un cran de cette roue composée de 51 dents. Autrement dit, à chaque appui sur une touche, l'hématophobe, n'ayez pas peur, ça va être très court, cela génère une rotation de la roue d'un angle de 360 51e de degré, soit plus simplement 7 degrés. Cette rotation de 7 degrés est, comme nous l'avons vu, transmise au rouleau encreur par le biais d'engrenages. Or, en mesurant le diamètre de l'enroulement du ruban, on constate que celui-ci mesure entre 1,5 et 3,5 cm en fonction de si le rouleau est plutôt vide ou plutôt plein. Par un simple produit de l'angle de rotation en radian et du rayon du rouleau, on trouve que l'appui sur une touche permet de débiter une longueur de ruban comprise entre 1 mm et 2,2 mm. Or, lorsqu'on mesure la largeur d'un caractère, on constate que celui-ci mesure plutôt 2 mm de large. Autrement dit, il est important en phase d'usage de s'assurer que le rouleau menant possède toujours une certaine épaisseur de ruban, de sorte à ce que le débitage soit suffisamment important pour permettre un renouvellement majeur du ruban, de sorte à ce que le caractère soit assez bien imprimé. Maintenant que nous savons comment la machine écrit, il serait intéressant pour finir de se pencher sur la mise en forme de la page. Nous avions vu dans la première vidéo qu'une fois arrivé en bout de page, le levier placé à l'extrémité du chariot
permet le retour à la ligne. Afin de disposer d'une page plutôt propre, il existait déjà dès cette époque la possibilité de définir des marges admissibles. Pour cela, il suffisait de déplacer les deux petits plots comme celui-ci et qui court sur cette crémaillère. Mais attention, ce n'est pas du tout la même que celle du chariot dont on a déjà parlé. L'élément essentiel de ces plots est la petite tige qui dépasse en dessous et qui sert à deux choses. D'une part, au fur et à mesure que le chariot se décale et qu'il arrive proche du bord, elle va engendrer la mise en tension progressive d'une petite masse fixée à une tige. Lorsqu'il ne reste plus que 6 caractères à écrire avant d'arriver en bout de ligne, la masse est libérée et vient choquer contre cette cloche en métal, générant ainsi un signal sonore. Cela avertit le dactylographe que le bout de la ligne est proche. Au bout des 6 frappes restantes, la même tige située sous le plot déclenche un mécanisme qui va mettre en place une butée, empêchant ainsi le déploiement des barres à caractères. On ne peut plus frapper et la marge est alors nickel. Bon los amigos, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelques trucs supplémentaires sur le fonctionnement d'une machine à écrire. Si c'était le cas, n'hésitez pas à partager votre enthousiasme en mettant un petit pouce sur la vidéo. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, des recommandations, un partage d'expérience, l'espace commentaire est fait pour ça. C'était Yannino, plaisir de faire des vidéos. À bientôt, autrement dit, hasta luego.